rappelle sur les fonctions thermodynamiques essentielles, et puis leur différentiel. Donc l'idée, c'est de commencer déjà par l'énergie interne, U, qui est donc l'énergie interne. Et si on s'intéresse à sa différentielle, dF est égal à TdS moins PdV plus mu dF. Donc on reconnaît là le TdS, c'est l'échange de chaleur. Quand on a une transformation qui est réversible, quasi-statique, est égal à TdS. Moins PdV, c'est l'échange de travail mécanique. Et puis l'échange de matière. On va retrouver ici. L'échange de matière. Donc ce qu'on reconnaît ici, c'est T la température, P la pression, mu potentiel chimique, qui sont trois variables qui sont des variables intensives. C'est-à-dire que si on prend un système, on le double, eh bien, ce sont des variables qui sont invariantes. Par contre, inversement, l'entropie, le volume et le nombre de particules, de molécules, etc., eh bien, ces grandeurs-là sont des grandeurs extensives, et donc ils vont doubler, par exemple, si on double la taille de système. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux inconvénients, c'est que ce qui intéresse surtout pour un système, par exemple, qui n'échange pas de particules, c'est la variation des deux premiers termes, la chaleur et le travail. Mais ici, on a des variations d'entropie et de volume, on a du mal à mesurer expérimentalement. Et donc, on va faire un champ de variables, ça s'appelle une transformation de Legendre, et on va considérer, par exemple, la grandeur F qui vaut U moins TS, qu'on appelle énergie libre. On note F, parce qu'en anglais, c'est la free energy. Et donc, quand on remplace simplement F par U moins TS, on a des F qui vaut moins SDT, moins PDV, plus UDF. Alors là, on est content, parce que on a maintenant une variation de température qui est très accessible expérimentalement. Donc ça, c'est vraiment bien. Et on voit, par exemple, que on peut en déduire ici que la pression, par exemple, eh bien, est égale à moins la dérivée partielle de F par rapport à V si on travaille à température et à nombre de particules constantes. Si on est à T et à N constants, ce terme-là est nul, ce terme-là est nul. Il nous reste P qui est égal à moins dF sur dV à température et nombre de particules constantes. Donc ça sera une bonne façon, justement, de pouvoir calculer la pression, par exemple, au sein d'un système. Et puis on peut faire un autre champ de variable, cette fois-ci non plus sur la température, mais sur la pression et le volume. C'est H qui est égal à U plus PV, c'est l'enthalpie. Et donc, à calcul simple, donc DH est égal simplement à TdS moins PDV, non, ça, c'est moins SDT plus VDP plus MUDF. Et ça, c'est bien, parce qu'on a accès, cette fois-ci, à une variation de pression qu'on peut mesurer expérimentalement. Ah, c'est effectivement un TdS. Voilà. Et donc, on peut maintenant combiner les deux. Si on soustrait moins TS, on ajoute PV à U. C'est la fonction G qui vaut U plus PV moins TS, qu'on appelle l'énergie de Gibbs ou l'enthalpie libre. Et elle est telle que DG, ça va être égal à moins SDT plus VDP plus MUDF. Et là, on est content parce que on a ici, là, dans les deux cas, des variations de grandeur qu'on peut mesurer expérimentalement, ici avec un thermomètre et là avec un manomètre. Donc ça, c'est intéressant. En particulier, de là, on peut en déduire que, par exemple, l'entropie S est égale à moins dG sur la température si on travaille à pression et au nombre de particules constantes. Et ça, c'est intéressant, parce que travailler à pression constante, c'est quelque chose qu'on fait très souvent au sein d'un laboratoire, par exemple. Alors, on a fait ça pour les deux premiers termes. Évidemment, on peut faire pareil pour le troisième terme. C'est une grandeur qu'on peut appeler par exemple bêta, qui va s'écrire U plus PV moins TS moins mu. Et à ce moment-là, le D bêta, eh bien, on reprend les deux premiers termes, c'est moins SDT plus VDP et moins NDU. Alors, c'est intéressant. Par contre, toutes les grandeurs U, TS, PV,
N mu, etc. sont des grandeurs extensives. Et en fait, quand on construit F, H, G ou bêta, on le construit par addition ou soustraction de grandeurs extensives. Et on arrive à la fin à un bêta tel que la différentielle. C'est-à-dire que si on perturbe un tout petit peu le système, bêta va changer, passer de bêta à bêta plus des bêta. Et cette petite variation, eh bien, elle est liée à des variations de température, de pression et de potentiel chimique, c'est-à-dire que des variations de grandeur qui sont des grandeurs intensives. Donc, on a perdu l'information sur le système. Et ça veut dire qu'en fait, on a retranché des fonctions extensives de telle façon que bêta ne peut pas être autrement que nul, parce que quand on fait quelque chose au système, eh bien, on change la grandeur bêta, mais on a perdu toute l'information sur la taille du système. Donc, si on change la taille du système, on voit que d bêta est égal à 0, et donc forcément, ça veut dire que bêta est égal à 0. Si bêta est nul, ça veut dire que d bêta est égal à 0, et à ce moment-là, ça veut dire que n d mu est égal à moins s dt plus v dt. En particulier, si n c'est égal au nombre d'Avogadro, eh bien on va avoir que la différentielle du potentiel chimique est égale à moins l'entropie molaire fois dt plus le volume molaire fois dt. Ça, c'est une équation intéressante qui s'appelle l'équation de Gibbs du M et qui est tout à fait générale et qui dit que si on change soit la température ou la pression d'un système, son potentiel chimique va changer avec cette relation-là. Et c'est important parce que toute information thermodynamique est contenue dans le potentiel chimique. Et donc, si on change soit la pression, soit la température, ce qu'on peut faire facilement expérimentalement, on aura donc, on connaîtra, on pourra déterminer, calculer la variation du potentiel chimique. Conséquence de la relation de Gibbs du M, on peut en avoir deux illustrations. Par exemple, on peut s'intéresser au cas des liquides ou au métal incompressible, par exemple. Auquel cas, le volume molaire est une constante, car ce n'est pas une fonction de la pression. Et auquel cas, si on travaille à température constante, eh bien, on a directement la variation du potentiel chimique. Le d mu, si on change par exemple la pression, va être directement égal à Vm fois dp. Et si on travaille à température constante, ce terme-là donc s'annule. Et donc, on peut en déduire que le potentiel chimique d'un liquide ou un métal incompressible, eh bien, est directement en fonction de la pression de la température. C'est égal à Vm fois la pression, plus une fonction de la température. Et ça, il nous faudra un modèle statistique pour pouvoir définir cette fonction-là. Une autre application aussi potentielle, c'est si on a affaire à un gaz parfait. Par définition, le gaz parfait, c'est lorsqu'on a la pression fois le volume est égal au nombre de moles fois RT, c'est-à-dire au nombre de moles fois Na fois KBT. Donc ça veut dire que si on a affaire à une mole, on va avoir P fois le volume molaire qui est égal à Na fois KB fois T. Et donc, ça veut dire que on peut remplacer le volume molaire comme étant Na fois KBT divisé par la pression. Et ça veut dire que quand on met dans l'équation de Gibbs du M, on va avoir un d mu qui va être égal à Na fois KBT fois dP sur P. À nouveau, si on travaille aussi à température constante. Et donc, quand on intègre, on va avoir mu d'un gaz parfait qui dépend de la pression de la température, qui va être égal, par exemple, qui va être égal à Na fois KBT fois le log de P sur la pression atmosphérique, plus une fonction de la température, qui pourra déterminer aussi par un modèle de physique statistique. Donc, on voit qu'on a ici un autre cas, par exemple, le cas des gaz parfaits, où on a aussi l'indépendance du potentiel chimique avec sa variation avec la pression. Et c'est intéressant parce qu'à nouveau, tout est contenu dans le potentiel chimique. Alors on pourrait comme ça continuer les exemples. Et il y en a un notamment qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la physique des petites particules, qu'on va retrouver dans les nanomatériaux. Et on pourrait, en partant de l'équation de Gibbs du M, en considérant la transformation sur un système, eh bien on pourrait montrer par exemple que le point de fusion, la température de fusion d'un petit cristal, eh bien, en gros, a une variation qui est typiquement comme ça. Le point de fusion, ce qu'on appelle le melting point
en anglais en fonction du rayon, par exemple, eh bien, ça diminue typiquement en Tm de R moins Tm de infini pour ce qu'on appelle le matériau volumique, le bulk, divisé par Tm infini, c'est une grandeur qui est typiquement en 1 moins une constante thermodynamique divisée par R. C'est un comportement comme ça qui est vraiment une conséquence aussi directe de la relation de J. Donc voilà, c'est une équation qui est souvent utilisée en thermodynamique, en sciences des matériaux. Et une autre conséquence de ce qu'on avait aussi auparavant, c'était de pouvoir déterminer la pression qui vaut moins dF sur dV quand on a nombre de particules et volume fixé, et l'entropie qui est égale à moins dG sur dt quand on a pression et température constante. Et ça, on peut aussi en déduire des conséquences intéressantes. En particulier, si on trace par exemple G en tapis libre en fonction, par exemple, de la température, si on s'intéresse par exemple à la phase solide et à la phase liquide, eh bien là en pointillé, par exemple, c'est la phase liquide. En trait continu, c'est la phase solide. Et en fait, quand on vient de la haute température, eh bien, on va décrire une courbe comme ça. Et puis ici, en théorie, c'est le point de fusion. Il peut y avoir un peu de surfusion. Et puis on voit qu'on a une chaleur latente, c'est-à-dire chaleur latente c'est une énergie qu'on va gagner s'il y a solidification. Donc ça, c'est tout le problème de la nucléation, etc. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est de voir que localement, on peut considérer que G, ce sont des fonctions linéaires avec la température. Mais c'est vrai que localement, et en particulier, du fait que on a cette équation-là, si on s'intéresse par exemple à une notion qui est importante, qui est ce qu'on appelle la chaleur spécifique. Alors ça s'appelle la chaleur spécifique. Ça s'appelle aussi, de façon équivalente, la capacité calorifique. C'est quelque chose d'important. C'est qu'en fait, quand on a un matériau, il faut lui apporter une quantité de chaleur delta Q pour augmenter sa température de dt ou delta T. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la chaleur spécifique qui dépend des conditions expérimentales, soit on travaille à volume constant, soit à pression constante. Sachant, par exemple, pour une mole de gaz parfait, la loi de Mayer nous dit que, en fait, Cp moins Cv, ça vaut R. Pardon. Et donc, on est souvent intéressé pour calculer les chaleurs spécifiques. Delta Q, si on a une transformation quasi-statique, c'est TdS. Okay, et en particulier, on sait que, donc ça veut dire que Cv, par exemple, est égal à T pour la dérivée de S par rapport à la température, quand on est, par exemple, à volume constant et un nombre de particules constantes. Et on va se servir justement du fait qu'on a l'entropie. Donc là, dans ce calcul-là, c'est plutôt à pression constante. Donc on va faire la manip à pression constante. Voilà. Sachant qu'à pression constante, on sait que l'entropie est définie par ça. Donc je peux remplacer l'entropie par ce qu'on avait ici. Et on voit que ça va être moins T d de G sur dt2 quand on est à pression et donc de particules constantes. Et en fait, on voit que cette chaleur spécifique à pression constante, elle est liée directement à la dérivée seconde de G par rapport à la température. Ça veut dire que ces courbes-là ont une courbure, et cette courbure n'est pas quelconque, puisque directement la courbure, le rayon de courbure, va être associé à cette dérivée seconde de G par rapport à la température. Alors, on peut aussi continuer, on peut aussi s'intéresser par exemple à cette différentielle-là, et là on s'intéresse plus tellement aux propriétés maintenant thermiques des matériaux, mais maintenant aux propriétés mécaniques des matériaux. Et en particulier, il y a une grandeur qui est intéressante qu'on appelle le coefficient de compression, B. On note B parce qu'en anglais c'est le bulk modulus, qui est égal à l'inverse du coefficient de compressibilité. Et lui est égal à moins V, la dérivée de B par rapport au volume quand on est par exemple à température constante et à nombre de particules constantes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au fait que la pression est égale à moins dF sur dV. Et la pression étant égale à moins dF sur dV, on peut remplacer la pression ici par moins dF sur dV, et on voit à ce moment-là que ça fait plus V d de F sur dV carré quand on est à température et nombre de particules constantes. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est directement une propriété mécanique auquel on peut avoir accès avec l'expérience, notamment quand on a une pression hydrostatique. Par exemple, on prend un objet, on mesure son volume à pression atmosphérique, on descend de 10 mètres sous l'eau, on mesure sa variation de volume, on voit que ce volume diminue, c'est pour ça qu'il y a un signe moins là, et on peut comme ça en déduire soit le coefficient de compressibilité, soit le module de compression.
Et c'est lié directement à la dérivée seconde de f par rapport à v carré. Donc ça veut dire que si on a un modèle physique qui nous donne f en fonction, par exemple, notamment si on a t égale à 0, si on prend directement le potentiel interatomique de U en fonction de R, eh bien, la courbure qui est là est liée directement, si on suppose que c'est par exemple, on peut assimiler ça à une masse au bout d'un ressort. Alors, on a une masse M ici, on a une constante de raideur K ici. En fait, cette énergie potentielle, on peut assimiler que c'est un potentiel harmonique, c'est-à-dire que c'est une demi de K x2, où x c'est l'écart par rapport à la position d'équilibre, c'est-à-dire c'est R moins R0. Et à ce moment-là, l'énergie potentielle qui est là, c'est directement une demi de Kx2. On voit que si on dérive deux fois, on a K, le module, la constante de raideur du ressort, qui traduit la liaison chimique. Et en fait, donc c'est la dérivée seconde de U par rapport à R. Et on voit que notamment à t égale 0, f égale à U moins Ts, donc f est égal à U. Et on voit bien que la dérivée seconde par rapport au volume correspond aux propriétés mécaniques. Donc on peut à nouveau, ça c'est au cœur typiquement des calculs qu'on peut faire dans le cours d'introduction à la science des matériaux. Eh bien, on peut remonter comme ça aux propriétés macroscopiques, mécaniques des matériaux, en tenant compte des interactions interatomiques.